pour ce webinaire. Comment le contexte rend l'IA plus fiable et plus efficace. Je suis Eva Delier, Senior Marketing Manager chez Neo4j et je suis aujourd'hui avec Nicolas Rouillet, consultant chez Neo4j. Donc, je vais vous donner quelques informations utiles avant de commencer. D'abord, je vous invite à poser vos questions si vous en avez durant la présentation par écrit via la fonction de questions de Big Marker. Donc, vous devez pouvoir voir effectivement une partie Q&A. Et vous devez à présent voir les slides dans la petite fenêtre. N'hésitez pas à nous dire du coup dans le chat au cas où vous ne m'entendez pas ou vous ne nous voyez pas. Donc, nous répondrons à autant de questions que possible à la fin de la présentation. Et d'autre part, vous recevrez bien évidemment par email l'enregistrement du webinaire et les slides de la présentation. Je crois que c'est tout pour la partie logistique et explication. Nicolas, je te laisse commencer. Bien, merci Eva. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a que Eva qui peut nous le dire, mais sinon, n'hésitez pas à dire s'il y a des problèmes de son dans le chat. Alors, on va parler d'intelligence artificielle et de graphes, et on va essayer de répondre à la question durant ce webinaire, comment le contexte rend l'intelligence artificielle plus fiable et plus efficace. Et on verra évidemment qu'il y a des liens entre la définition d'un contexte et sa représentation sous forme de graphe. Voilà, donc on s'attelle à cette question et avec Neo4j au centre de tout ça qui va permettre de gérer ce contexte. Alors, en introduction, nous, au niveau des événements en cours, on a le Graph Tour 2020, finalement le board de Neo4j fait un tour d'Europe qui a commencé à Amsterdam le 4 février et qui continue cette semaine à Madrid, puis Tel Aviv, Stockholm, Londres, Munich, Paris et Rome. Et donc à Paris, ce sera le 26 mars 2020. Si vous êtes intéressé, vous pouvez participer dans ce Graph Tour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a non seulement bien sûr les nouveautés Neo4j, notamment la 4.0, je vais en dire un mot juste après, mais aussi il y a des témoignages clients. Et nos clients viennent témoigner dans les pays où sont hébergés ces événements. Donc, Graph Tour Paris, 26 mars 2020. En termes d'événements, on a également le Salon Big Data Paris, les 9 et 10 mars 2020, porte-maillot si ma mémoire est bonne. Et vous pouvez nous retrouver sur notre stand. On fera des démonstrations et une conférence également. Nous faisons régulièrement des formations gratuites d'une demi-journée à Paris. Il y en a une par trimestre. Vous trouvez les informations sur notre site web neo4j.com. Et également des webinaires. La petite nouveauté, c'est que on relance les webinaires en français et on va essayer d'en faire régulièrement. Un prochain webinaire pourrait par exemple être de détailler les nouveautés merveilleuses de la version Neo4j 4.0. Enfin, vous pouvez nous retrouver de manière locale. J'ai cité Paris, Toulouse, Lyon, Bordeaux. Si jamais il y a d'autres localités où vous sentez qu'il y a une communauté qui voudrait mieux connaître Neo4j et partager sur des cas d'usage, n'hésitez pas à vous signaler. On peut organiser un meet-up local. Mais de manière plus concentré aujourd'hui, on fait des meet-up à Paris, Toulouse, Lyon, Bordeaux. Et le prochain meet-up à Paris est ce soir. Je vous laisse deviner le thème, c'est un peu le même qu'aujourd'hui. Voilà. Donc voilà pour les événements. Alors, ce qui a fait l'actualité un peu en fin d'année dernière, en novembre, c'est qu'on a sorti Neo4j Aura. Qu'est-ce que c'est Neo4j Aura? C'est Neo4j dans le cloud. Ça tourne plus exactement sur GCP, sur le cloud de Google. C'est déployé automatiquement. Vous avez 0 maintenance et une tarification basée sur ce que vous consommez. C'est également entièrement haute disponibilité. Derrière, il y a un cluster Neo4j, mais l'utilisateur final ne le voit pas. C'est un cluster qui se répare tout seul. Donc, dispo 100%. Et puis, une sauvegarde automatique et une sécurité avec cryptage de bout en bout des données.
Voilà, donc c'est Neo4j à disposition notamment des développeurs qui vont maîtriser leur facture cloud et qui vont pouvoir utiliser Cypher, les drivers compatibles, etc., etc. Alors, Neo4j 4.0, c'est l'événement de ce début d'année 2020. Je pense que je vais pas trop déflorer ce qu'il y a dedans parce que sinon on aurait l'occasion d'y passer tout le webinaire. C'est pas le but. Vous n'êtes pas venu pour ça, mais Neo4j 4.0 en 2-3 phrases, c'est d'abord le plus gros investissement jamais vu dans les bases de données graphes, puisqu'on a rajouté notamment la fonctionnalité de sharding, donc pouvoir avoir plusieurs modèles de données graphes sur les mêmes serveurs physiques ou virtuels, pouvoir accéder à tous ces modèles depuis une sorte de proxy base de données qui s'appelle la Neo4j Fabric. C'est également une architecture 100% réactive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler le flux de données entre le serveur Neo4j et votre application cliente. Vous pouvez très bien streamer les résultats et faire de l'échantillonnage en fonction du flux de données que vous recevez. Et puis également des contrôles de sécurité granulaires, ce qu'on appelle le RBAC, le Role Based Access Control. Et ça consiste à donner des autorisations très très fines sur les objets du graphe, les nœuds et les relations. Et également les propriétés sur ces nœuds et sur ces relations. Vous allez pouvoir définir par exemple qu'entre deux nœuds, vous avez le droit de traverser le graphe pour savoir s'ils sont liés entre eux, mais pas de voir les propriétés des nœuds et des relations intermédiaires. C'est très important pour tout ce qui est sécurité vie privée, notamment les réglementations GDPR et autres. Voilà, donc une souplesse de déploiement grâce aux multibases de données. Et je prendrai la question d'Yacine sur le sharding à la fin de la présentation. Alors, un contexte complexe. On le sait de plus en plus. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans l'IT, dans les objets connectés. Donc, le contexte, c'est connecter de plus en plus d'informations. Pour mettre en place des trains de voitures connectés, il faut un réseau 5G, il faut des capteurs sur les voitures, il faut des bus de communication, il faut une sécurité au millimètre. Et donc, ça, c'est énormément d'informations. Dans notre système d'information aussi, de plus en plus d'applications sont connectées entre elles par des flux d'informations. Et on a une explosion du nombre de ces applications et des informations qu'elles échangent. Donc, tout ça, ça crée une complexité à la fois en termes de volume de données et en termes de relations entre elles. Et puis un contexte, on peut voir que ça se représente par un graphe assez facilement. Vous pouvez imaginer vous au centre et puis tous les écrans que vous voyez. Et puis pour chaque écran, peut-être que vous avez l'occasion de zoomer, de regarder encore une fois un contexte plus compliqué qu'il n'y paraît, puisque au départ, vous avez juste une information et puis vous allez tirer des liens et vous allez en trouver d'autres. Dans une vue 360 d'un client, on peut regarder en particulier quel est son processus d'onboarding, d'accueil, et puis aussi le processus, pourquoi pas, d'ouverture de compte, etc., jusqu'au service après-vente. Alors, le contexte et les relations entre les données peuvent nous permettre de prédire des choses, et en particulier, si on se pose la question, est-ce qu'une personne va voter en fonction de son entourage, de ses relations? Effectivement, les graphes peuvent le faire. La structure d'un réseau a un haut pouvoir prédictif. Et c'est ça qu'on va développer. Alors, on peut même dire que les relations et la structure réseau sont les plus puissants prédicteurs du comportement et de résultats complexes. Par exemple, dans un réseau professionnel, il ne s'agit pas forcément d'aller chercher les liens les plus évidents, c'est-à-dire de passer par son chef pour progresser, mais aussi latéralement, par communauté ou même vers le bas. On a des parcours qui vont être plus intéressants sur le long terme.
Alors, c'est ce qu'on appelle des nœuds qui sont proches des trous structurels. Vous voyez là, il y a un petit schéma avec deux graphes et puis deux points A et B. S'ils n'existaient pas, il n'y aurait pas de lien entre ces deux réseaux. Et on voit bien que dans une organisation, ces nœuds A et B sont très importants. C'est eux qui font le lien entre deux entités. S'ils n'étaient pas là, les gens ne communiqueraient pas, par exemple. Le fait de se focaliser sur ces nœuds-là peut nous aider à progresser dans notre carrière ou tout simplement à progresser dans notre efficacité. Donc au global, la structure réseau, elle a un pouvoir prédictif élevé sur la rémunération, les promotions et les appréciations. Alors je sens que en disant rémunération, même si je n'ai pas de retour et que je parle sans réaction, je sens qu'il y a eu de l'intérêt éveillé. Voilà. Donc ce n'est pas seulement ce que vous savez, en résumé, mais c'est qui vous connaissez et où ces personnes sont. C'est cette structure qui vous donne un contexte complexe particulier pour une situation donnée. Alors, il y a quelques notions qui peuvent être contre-intuitives quand on est dans un monde de tableaux et de colonnes. Mais voilà, on va vous expliquer pourquoi tracer les liens entre les données va nous servir à prédire des choses et puis à faire de l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ce webinaire? La structure réseau et son pouvoir prédictif, Neo4j et cette science des données orientée graphes, et puis ces étapes de la science des données orientée graphes. On va progresser de la première étape qui est les graphes de connaissances vers une étape un peu ultime en ce moment qui sont les réseaux de neurones orientés graphes. Donc on va voir des exemples au fur et à mesure de ce parcours. Alors, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que nos plateformes traditionnelles sont conçues pour stocker et récupérer des données, les ranger dans des tables, et puis on va pouvoir les stocker et les extraire en temps réel. Mais attention, si on a des tables de jointure, le nombre maximum de sauts avec une grande volumétrie, c'est d'à peu près 3 en moyenne dans nos expériences de projets informatiques. Au-delà, plus on a de volumétrie et de relations entre les données, et moins les requêtes convergent, et on finit par avoir des requêtes avec des jointures qui sont immaintenables et qui ne passent pas à l'échelle. Quand on augmente un petit peu la volumétrie, on peut utiliser des technologies big data pour agréger et filtrer les données. Et sur une volumétrie assez importante, on va pouvoir faire cette agrégation de façon parallèle, notamment avec des technologies comme Hadoop et Spark. Et puis, mais c'est toujours pas suffisant quand on veut tirer parti des connexions entre les données. Et là, donc, quand on a des millions de relations, voire des milliards de relations et des milliards de nœuds, il faut utiliser une base de graphes proprement dite qui va être adaptée et qui va avoir un stockage adapté à ces données connectées. On a des retours d'expérience, notamment sur eBay, pour pouvoir faire des requêtes temps réel lors du Cyber Monday et pouvoir ramener les informations jusqu'à 20 sauts dans le graphe en moins de 3 millisecondes. Alors, ces bases de graphes, elles ont une popularité croissante. Vous pouvez regarder sur le site dbengines.com l'évolution des technologies de base de données en général et sur la catégorie base de graphes en particulier. Vous voyez bien que de 2013 à 2019, qu'est-ce qui a fait que la popularité des bases graphes est importante? C'est d'abord qu'il y a eu un langage adapté, Cypher, pour pouvoir parcourir ces nœuds et ces relations. Et puis aussi, tout simplement, c'est le besoin. C'est le besoin de pouvoir gérer la complexité. Et les autres technologies ne peuvent pas connecter les données comme ça. On voit aussi l'émergence d'un tas d'articles de recherche en intelligence artificielle qui utilisent les graphes. Ma source là-dessus, c'est Dimension Knowledge System, qui fait un certain nombre de citations de papiers de recherche. Tout ce qui est réseau de neurones orienté graphes, graphes convolutionnels,
projection de graphes, etc., etc. Donc, il y a un véritable intérêt. On n'invente pas ce dont on est en train de vous parler. Les papiers de recherche les plus récents font vraiment la part belle au graphe dans l'intelligence artificielle. Alors, les cas d'usage dans lesquels on va retrouver des bases de données graphes et des algorithmes de graphes pour aider à l'intelligence artificielle, de manière classique, c'est la fraude, infraction financière, découvrir les réseaux de fraudeurs en tirant parti des liens entre éléments d'identité, par exemple, des gens qui utilisent la même adresse email ou des numéros de sécurité sociale qui sont les mêmes. Donc, la fraude est un cas d'usage connu, c'est les Panama Papers. La technologie derrière, c'est Neo4j, mais aussi d'autres cas de fraude qui ont pu être connus du grand public ou simplement qui sont restés traités par les différentes banques qui en ont fait l'objet. C'est aussi dans la santé la découverte de médicaments. Un exemple que je peux vous citer, c'est les molécules qui fonctionnent mieux ensemble, comme la trithérapie, ou le fait que l'aspirine est plus efficace lorsqu'elle est alliée à d'autres médicaments, plutôt que toute seule. Donc, en faisant un graphe de connaissances sur tout ce qu'on connaît sur les médicaments, en connectant ces informations, on peut découvrir des nouveaux médicaments. Il y a également les recommandations personnalisées, la connaissance des produits achetés par les différents clients peut nous faire détecter des notions de similarité. Et grâce à ces similarités fortes entre profils clients, proposer des produits qui ont été appréciés par des clients similaires. C'est aussi indirectement la segmentation clientèle, pouvoir isoler les populations grâce aux liens avec des produits, mais aussi d'autres choses, les interactions avec les boutiques, etc., etc. On peut suivre le parcours du client au fur et à mesure de ses interactions avec une enseigne. Un autre cas que je cite qui est un peu similaire en termes de recherche aux infractions financières, c'est la cybersécurité. Au lieu d'avoir des clients et des échanges des transferts d'argent, on va plus avoir des systèmes informatiques et des accès à ces systèmes informatiques. Et puis, on va essayer de superposer dans un graphe les politiques de sécurité, ce qui est permis, avec le réel. Voilà ce qu'on tire des logs, notamment des applications. Et on fait des analyses de cybersécurité très fines. Il y a la prédiction d'attrition, donc la prédiction de churn. Est-ce que, par exemple, dans un réseau télécom, je peux prédire les gens qui vont partir, qui vont passer de Bouygues à Orange, ou de Orange à Free, ou de Free à SFR? Eh bien, la structure du graphe va nous donner des variables prédictives plus importantes. Enfin, il y a tout ce qui concerne la maintenance prédictive dans les objets connectés ou dans l'industrie, et puis également la recherche et la gestion des données de référence, ou Master Data Management, essayer d'avoir une sorte de golden record des données de l'entreprise. Finalement, je pourrais très bien dire, j'ai une base financière, et puis j'ai une base de ressources humaines. Dedans, j'ai la rémunération de mes salariés, et puis j'ai aussi tout ce qui concerne leur formation. Et puis j'ai des données salariées dans ces deux bases de données, et j'ai l'adresse notamment de ces salariés. Qui a raison? Est-ce que c'est ma base financière ou est-ce que c'est ma base RH? Finalement, je peux créer deux nœuds dans mon graphe, ma base qui représente mon enregistrement financier et mon enregistrement RH, et en créer un troisième qui va, par un moteur de règles, choisir quelle est la vérité entre les deux. Et ensuite, je vais exposer cette vérité au reste de mon système d'information. Alors, finalement, une des premières choses qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser les données qu'on a déjà. Dans tous ces cas d'usage que j'ai cités, quand on a des données et qu'elles sont rangées dans des tables et des colonnes, souvent, on néglige la structure réseau. Et on pourrait se dire que finalement, toutes mes colonnes, elles peuvent être liées entre elles par des verbes de la sémantique. Un client qui achète un produit. D'accord ? Donc, on va tirer les liens entre ces données et on va se rendre compte qu'on va
qu'on va apporter ces caractéristiques fortement prédictibles au modèle de machine learning. On ne vous demande pas de changer vos modèles de machine learning. On vous dit juste, dans un premier temps, ce que vous pourriez faire, c'est rajouter dans votre pipeline un enrichissement par le contexte de graphe. Alors, pour ça, comment on va faire en termes de technologie? Alors, je suis désolé pour ceux qui assistent et qui n'ont pas forcément le vernis technologique. Je vais essayer d'être le plus vulgaire possible. Donc, on va avoir des sources de données brutes, hétérogènes, d'accord? Et puis, on va pouvoir les agréger, les nettoyer, faire en sorte que ces données soient importables dans Neo4j avec un modèle graphe. On va essayer d'identifier les entités qui vont devenir les nœuds et les verbes qui les relient entre elles et qui vont devenir les relations. Donc, on va importer ces données dans Neo4j et on va avoir une librairie de graph data science, de graph analytics, qui va permettre de calculer des caractéristiques de graphe. Par exemple, la centralité d'un nœud, c'est son importance relative par rapport aux autres nœuds du graphe. On va pouvoir détecter des communautés, des nœuds qui sont très reliés entre eux par un certain type de relation. Et puis enfin, une fois qu'on a extrait ces caractéristiques du graphe, on va les rajouter à notre jeu de données et on va pouvoir faire du machine learning avec des technologies telles que Spark, R ou Python. Et on va créer ces modèles prédictifs. Alors, Spark et Neo4j sont des technologies qui sont très complémentaires. Spark va plutôt fonctionner en mémoire avec des pipelines de données performants, des bibliothèques de machine learning assez robustes, mais par contre, la technologie de graphe, elle n'est pas native et elle n'est pas persistante. Donc, à un moment donné, on ne peut pas tout faire en mémoire. D'accord ? Il y a un intérêt de stocker dans le graphe les connexions entre les données. Donc, au contraire, dans Neo4j, les graphes sont persistants et sont dynamiques. À chaque fois qu'on a des nouveaux nœuds connectés au reste du graphe, eh bien, cette transaction, elle est complètement acide. Donc, on sait à chaque instant quel est l'état nouveau du graphe. Les requêtes de graphe sont natives avec le langage Cypher et les algorithmes de graphe sont performants. Et il y a une liste croissante d'algorithmes de graphe qu'on embarque dans Neo4j. Alors, maintenant, venons-en au vif du sujet. Quelle va être notre trajectoire dans la science des données orientées graphe? Par quoi on va commencer et vers quoi on se tourne dans le futur? Premièrement, en termes d'apport, le fait d'avoir un graphe de connaissances sur vos données va vous permettre de prendre de meilleures décisions. Le fait de comprendre comment les clients interagissent avec mon enseigne, ça va être particulièrement intéressant. Le fait de gérer, par exemple, un réseau électrique avec Neo4j va nous permettre d'identifier les points faibles du réseau et la redondance que je dois mettre en place. D'accord ? Donc, premièrement, utilité du graphe de connaissances, connecter les informations entre elles et puis tirer les liens pour comprendre ces relations de cause à effet. Après, donc, l'ingénierie des caractéristiques connectées. J'ai exposé brièvement le principe. Je rajoute des caractéristiques graphes à mon jeu de données et ça me permet de mieux prédire. Et enfin, je vais aller vers un apprentissage orienté graphe nativement, c'est-à-dire que les étapes de mon algorithme vont être stockées sous forme de contexte graphe. Là, on va le voir un peu plus loin et ça va nous donner plus de confiance et de pertinence. C'est plus l'algorithme sous forme de boîte noire. C'est un algorithme où chaque étape est un graphe et chaque étape est connectée à l'étape suivante. Donc, je peux tirer les liens. En gros, c'est l'intelligence artificielle éclairée par la lumière qu'on porte sur le graphe. Voilà. Et par les liens qu'on a entre les étapes et dans le contexte de chaque étape. Alors, il y a 5 grandes étapes qu'on a essayé de distinguer, depuis les graphes de connaissances jusqu'à l'apprentissage nativement orienté graphe. Donc, je commence par des graphes de connaissances pour rechercher dans mes données. Ensuite, je vais faire de l'ingénierie des caractéristiques simples, c'est-à-dire que je vais augmenter certains paramètres, par exemple, pour un client, je vais essayer de voir quel est le nombre de produits qu'il a achetés autour de lui.
Donc ça, je peux aller le chercher directement dans le graphe. Voilà. Et puis, je peux aussi aller, pour les produits qu'il a achetés, savoir de quel type ils sont. D'accord? Donc, des choses qui me font pas aller très loin dans le graphe, à 2-3 sauts, 3-4 sauts. Après, l'étape suivante, c'est l'ingénierie des caractéristiques augmentées par les algorithmes de graphe. Cette fois, je vais aller calculer des choses qui font appel à toute la structure et pas seulement à une structure locale autour d'un nœud particulier. Quelle est la centralité d'un nœud? Quelle est sa similarité avec d'autres nœuds? Quelle est la communauté à laquelle il appartient, etc. Ensuite, je vais aller vers des projections de graphes. D'accord? Je vais prendre des caractéristiques du graphe et je vais en faire des vecteurs. Et là, je vais injecter ces vecteurs issus du graphe dans du machine learning. Et puis, étape ultime, utiliser des réseaux de neurones orientés graphes. On va voir pour chacune de ces étapes les applications. Alors, je ne peux pas forcément dire ça va jusque-là à mon public qui ne peut pas répondre, mais j'espère que ça va jusque-là. Et donc, on commence graphe de connaissances, accès recherche. Alors, un petit exemple, hein. On dit souvent en anglais connecting the dots, relier les points. Eh bien, ce cas d'usage, c'est celui de Thomson Reuters qui est devenu Refinitiv. On a un certain nombre de couches de graphes d'informations financières qui sont superposées, que ce soit des données d'entreprise internes, croisées aussi avec des informations externes, des flux de news financières, par exemple. Et puis, on va connecter tout ça et on va avoir une représentation sous forme de dashboard qui permet à chaque gestionnaire de portefeuille de gérer les risques de crédit, les risques liés au placement, et puis d'avoir des recommandations personnalisées pour son portefeuille. D'accord ? Alors, ça, c'est un exemple de graphe de connaissances. Alors, je vais vous en montrer un autre qui est particulier. Ça me permet de tester la fonction de partage d'écran. Alors, j'espère que vous voyez mon écran. Est-ce que dans le chat, vous pouvez dire si vous voyez le réseau Ethernet? Ça charge pour l'instant. Ça charge, d'accord. Ouais. Alors, c'est un peu long peut-être. Si jamais ça ne s'affiche pas, ben je vais passer à autre chose et je vous donnerai juste la référence aide.io et puis vous irez voir. Dans le chat, a priori, il voit bien. Ah, très bien. Ok, super. Éric Dufour voit bien, Charles aussi, Jean-Michel, super. Bon, bah, Ethernet, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une base de connaissances médicales où toutes les informations qui ont été compilées dans le projet Refetio, eh bien, elles ont été mises sous forme de graphe avec un modèle assez simple. Enfin, assez simple. Il faut connaître un peu toutes ces relations, mais reconnaissez déjà un composé, un médicament, d'accord? Un médicament qui permet de traiter ou de pallier à une maladie en marron, et cette maladie présente des symptômes. Cette maladie, elle se localise dans certains éléments de votre anatomie, et puis ces médicaments, ils agissent sur des gènes, et ces gènes aussi peuvent être associés à une maladie. Enfin, ces gènes, ils sont représentatifs d'un processus biologique. Et puis, vous avez aussi des effets secondaires à ces médicaments. Et puis, des sous-guides ont été développés. Je vais vous montrer juste l'effet du bupropion sur la dépendance à la nicotine. Donc, c'est un guide que vous pouvez jouer. C'est une base qui est en lecture seule. Vous pouvez jouer cette énorme requête Cypher et puis tenter de la comprendre, pourquoi pas. En tout cas, nous, on va juste la jouer et on va afficher ce résultat-là, qui est que le bupropion en rouge, là, avec un autre médicament, la varenicline, eh bien, il est lié à un gène. Et ce gène est associé à la dépendance à la nicotine. La varenicline va traiter cette dépendance à la nicotine. Par contre, ces deux composés,
eh bien, il cause un effet secondaire qui est l'insomnie terminale. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être une sacrée insomnie. En tout cas, soit vous êtes addict à la nicotine, soit vous ne dormez pas. Bon, c'est un peu schématique, ce n'est pas exactement ce que ça veut dire. Mais vous voyez, vous pouvez explorer cette base de connaissances et ça a beaucoup plus de sens de comprendre tout ce contexte. Voilà, les gènes que l'on peut toucher grâce à ces médicaments. Et puis mettre aussi de la force sur ces différentes relations, d'accord ? C'est pas uniquement dire le bupropion, pardon, agit sur la dépendance à la nicotine via le gène CHRNA3. C'est dire comment il agit. Voilà. Par exemple, par action antagoniste vis-à-vis d'un autre médicament, etc. Donc ça, ça a beaucoup de sens d'avoir ce genre de graphe de connaissances, notamment dans tout ce qui est industrie pharmaceutique. Et je reviens sur les slides. Et du coup, je pose la question, est-ce que vous voyez bien les slides ? C'est bon, dit Benoît. Impeccable. Donc, relier les points. Alors, ensuite, on va aller un peu plus loin. On va aller sur l'ingénierie des caractéristiques accès recherche. Et puis, cette ingénierie des caractéristiques va nous permettre, par exemple, de représenter un réseau de télécom. Un réseau de télécom, alors sur le graphe à gauche est un petit peu plus compliqué que le graphe à droite. À droite, on dit juste, on a des numéros de téléphone qui représentent nos abonnés, et on a des liens, par exemple, j'appelle, un abonné appelle un autre appel, donc une relation dirigée, ou alors on a des textos, des messages textuels. Mais ça pourrait être plus complexe que ça. On pourrait avoir un modèle graphe où finalement, on a un appel qui est un nœud, proprement dit, et puis qui est relié à un autre nœud, un numéro appelant, et puis qui appelle à un autre numéro. D'accord ? Tout dépend de ce que vous voulez gérer dans votre modèle. Mais avec ce modèle simple à droite, on peut faire des requêtes également simples. Combien d'appels ou de SMS un compte a-t-il effectué ? Ça, c'est facile. Je pars d'un nœud et je regarde toutes les relations sortantes de type texte. Ou alors, combien parmi ces contacts ont résilié leur contrat ? Finalement, au niveau de l'abonné, on va mettre des propriétés qui sont la date de souscription et éventuellement de résiliation. Si on prend ces données-là sur quelques mois, on peut avoir un modèle de prédiction d'attrition. J'espère qu'il y a des gens qui travaillent dans les télécoms sur ce webinaire, mais un modèle de prédiction d'attrition vraiment, vraiment précis. Alors, en termes de pipeline de transformation de données, on va prendre des données brutes, on va faire de la sélection. Par exemple, on n'est pas obligé de prendre toute la base, on peut faire de la sélection par aléatoire. En tout cas, on aura des call detail records, des comptes rendus d'appel. Et puis, on va prendre un certain nombre de caractéristiques, de features. Par exemple, voir des variables comme le fait que ces appels sont entrants, sortants. On va le calculer, faire des agrégations par jour, isoler les durées d'appels qui sont courtes ou longues, etc., etc. Et puis, on va rajouter des scores issus du graphe de centralité, où on va sélectionner des mesures simples et compréhensibles qui peuvent être fortement corrélées avec le taux de churn, et on va faire de l'apprentissage sur ces jeux de données. La variable à expliquer, c'est le score de churn, évidemment. Et donc, on se retrouve alors dans la publication qui a été faite par Kahn et ses acolytes. On a des précisions de quasiment 90% pour le churn d'un abonné. Donc ça représente énormément de valeur pour un opérateur télécom. Si je vais un peu plus loin, et que cette fois, je vais sur l'ingénierie des caractéristiques augmentées par les algorithmes de graphe. Donc, je vais interroger mon graphe de manière globale et ramener des informations sur sa structure et sur le poids d'un nœud particulier dans ces structures.
Alors, qu'est-ce que c'est les algorithmes de graphes? Vous avez peut-être pour certains et certaines d'entre vous un vernis là-dessus. Je vais faire juste un petit dégrossissement de ces algorithmes de graphes. C'est des algorithmes qui viennent de la science des données et de la science des réseaux, de la théorie des graphes. Cette fameuse théorie des graphes popularisée par Léonard Euler avec l'affaire des 7 ponts de Königsberg. Mais je ne m'étends pas plus. Je pense qu'on fera un webinaire spécifique sur les algorithmes de graphes. Il y a largement la matière. Ces algorithmes de graphes, ils permettent donc d'analyser la structure des réseaux. Et on a constitué une librairie industrielle pour les exécuter, en plus avec des données qui sont stockées dans Neo4j, sous forme de graphes. Donc on a une facilité pour passer d'un stockage graphe à des algorithmes de graphes. Et les recherches, avec notamment ces publications comme celle de Kahn, mais aussi d'autres, montrent que les algorithmes de graphes rendent ces modèles plus précis dans ces cas d'utilisation clés où les données sont bien connectées entre elles. Donc on va voir différentes catégories et zoomer un petit peu sur ces catégories. Donc la détection de communauté, d'accord, trouver comment les nœuds sont reliés entre eux. Détection de communauté, c'est aussi, dans un cas d'usage, ça va être la segmentation client. La segmentation client, ça va plus être une affaire de quelqu'un qui a la meilleure idée, d'accord. Moi, j'ai l'idée qu'il y a une communauté sur les bobos bon chic, bon genre qui roulent à vélo, qui ont 35 ans et qui ont de la barbe. Bon, encore faudrait-il avoir les données là-dessus, mais on ne peut plus se permettre aujourd'hui dans le monde de données de plaquer des idées de celui ou celle qui gueule le plus fort finalement sur des campagnes marketing. On doit piloter ces campagnes marketing par les données. Donc les algorithmes de graphes permettent de détecter les communautés. Ensuite, il y a la centralité, l'importance d'un nœud. Et on va voir que l'importance d'un nœud, finalement, ça peut être défini de différentes manières. Est-ce que mon nœud est important parce que si je le coupe, il y a différents graphes qui sont isolés? Ou est-ce que mon nœud est important parce qu'il permet de rejoindre le graphe en le moins d'étapes possible? Est-ce que mon nœud est important parce qu'il a de proche en proche plus d'influence sur le reste du graphe? La centralité, c'est l'algorithme PageRank, par exemple. Google a connecté le web. Et puis, avant, on avait, quand on recherchait sur Internet des images de petits chats, eh bien, on avait le moteur AltaVista qui cherchait petits chats dans le contenu des pages web. Ce qui expliquait qu'on avait du temps de chargement énorme avec nos modems de l'époque pour charger les pages, puisque les développeurs marquaient petit chat, petit chat, petit chat, petit chat en blanc sur fond blanc. Et puis quand on a connecté le web, on s'est dit, c'est les références externes qui font qu'un site est plus central qu'un autre et doit donc être en haut du moteur de recherche et de ses résultats. Donc au lieu de ça, on a regardé les liens externes. Par exemple, un site web qui référence un autre en disant « ça, c'est un super site avec des images de petits chats ». Donc j'arrête avec mon image de petit chat, mais on reverra cette histoire de centralité, notamment dans les réseaux sociaux également. Alors, on a aussi des algorithmes de prédiction de liens, des liens qui n'existent pas encore, mais qui ont une forte probabilité de se produire. Exemple, j'ai un réseau d'amis vraiment très faible, très peu d'amis. Finalement, c'est un événement en soi que 2 de mes amis se rencontrent. Parce que vu que je ne suis pas très populaire et que je vois mes amis un par un, cet événement-là, il va être plutôt rare. En revanche, si je suis au contraire très très populaire, j'ai des milliers d'amis, le fait que à une de mes soirées nombreuses, j'ai 2 amis qui se rencontrent et qui établissent du lien, ça c'est presque un non-événement. D'accord? Donc il y a des algorithmes en fonction de la structure du graphe qui permettent de faire ces prédictions. Enfin, de dernière catégorie, mais on va voir qu'il y en aura d'autres, mais la similarité. En quoi des nœuds sont similaires? Est-ce qu'ils sont similaires par les propriétés qu'ils portent? Première possibilité. Ou est-ce qu'ils sont similaires par leurs plus proches voisins? Cédric, qui est sur le pont, aime bien, par exemple, les restaurants français. On va noter des restaurants français, par exemple, sur TripAdvisor. Et on va voir que les notes qu'on donne à ces différents restaurants peuvent être assez similaires. Plus on a de restaurants communs sur lesquels
qu'on a visité, où on a fait une bonne chouille, et bien finalement, plus notre score de similarité va être important. Et plus je vais pouvoir faire des recommandations personnalisées à Cédric de restaurants dans lesquels je serais allé, et lui, pas encore, et qui seraient dans la même catégorie. D'accord ? Enfin, la recherche de chemin. La recherche de chemin, c'est trouver les chemins les plus courts dans un graphe. Trouver comment deux nœuds sont reliés. Et ça peut être des chemins les plus courts ou des chemins les plus longs, ou des chemins qui portent un certain poids en considérant les propriétés des relations qui les relient. Donc, différentes heuristiques, différents parcours de chemin. Et là encore, c'est des algorithmes particuliers comme Astar, Dijkstra, etc. Alors, comment on va utiliser tout ça ? On va utiliser ces algorithmes de graphes pour déterminer des modèles et planifier des structures optimales. On va évaluer ces résultats et fixer un seuil pour une prédiction. Par exemple, j'ai un nœud de départ, un nœud d'arrivée. Je vais regarder les voisins qu'ils ont en commun. Par exemple, le nœud 1 et le nœud 2, ils ont 4 voisins communs. Et puis, je vais calculer des communautés. Je vais regarder les labels, les catégories que j'ai mis sur ces nœuds. Et toutes ces mesures qui proviennent d'algorithmes de graphes deviennent des variables à entraîner. Alors, typiquement, un exemple issu d'un réseau social bien particulier, qui est le réseau des personnages de Game of Thrones, pourriez-vous dire, si je fais du machine learning pour prédire, par exemple, si ces personnages vont être vivants ou morts dans la prochaine saison. Donc, votre variable à expliquer, ce serait la colonne alive dans mon jeu de données. Et puis, j'ai mon jeu de données avec des noms, des âges, des maisons, Stark, Lannister, Targaryen, etc. Et puis, le sexe, donc féminin, masculin. Eh bien, je vais augmenter ce jeu de données. Je vais augmenter ce jeu de données avec des caractéristiques issues du graphe. PageRank, le nœud le plus influent. Là, par exemple, c'est Tyrion Lannister. Souvenez-vous, la main du roi. Le degré, c'est le nombre de relations directes. Alors, on peut voir d'ailleurs qu'il y a une différence entre degré et influence. Donc, voilà, Tyrion est le personnage qui est peut-être le plus influent. Mais par contre, Arya, dans ce jeu de données, alors c'est pas tout à fait vrai sur l'ensemble des saisons, mais Arya aurait le plus de relations. Etc., etc. Et puis on a aussi une détection de communauté. Arya et Geoffrey appartiennent à des communautés différentes, 4 et 2, tandis que Tyrion et Daenerys appartiennent à la même communauté. D'accord ? Alors là, je vais vous montrer un outil qu'on utilise qui s'appelle Euler, comme Neo4j Euler. Donc Euler, c'est le papa des graphes, et Neo4j, la base graphe. Et Euler, c'est une sorte de playground, de terrain de jeu d'algorithmes de graphes. Alors, je vais partager mon écran à nouveau. Hop. Partager. Alors, là encore, je compte sur vous. Est-ce que vous voyez bien mon Neo4j desktop? Je regarde de nouveau sur mon Chrome. Est-ce que j'ai des réponses? Est-ce que je partage bien mon écran? Ça charge de mon côté. Ouais, ça charge. Alors, Eric, Jean-Michel, Alain, ça a l'air bon. Ok, donc on va aller sur un graphe des personnages de Game of Thrones qui a été, alors pas si simple que ça à constituer. On a pris les scénarios de Game of Thrones, on a repéré dedans les entités nommées, notamment les personnages, et puis on a regardé si ces personnages, ils interagissaient entre eux. Et une règle simple, par exemple, c'est de prendre dans le texte du scénario si un personnage est séparé d'un autre par moins de 10 mots ou moins de 15 mots. Dans ce cas-là, on crée une interaction, une relation-interaction entre les deux personnages. Et on va mettre un poids sur cette interaction. Par exemple, là, vous voyez que j'ai des personnages. Alors, je vais prendre des personnages qui vont être en vert, là, d'accord ? Vous avez Theon Greyjoy qui interagit avec qui, par exemple ? Avec Rose Bolton.
Et puis, dans cette relation, alors on ne voit pas très bien parce que j'ai un sacré paquet de nœuds, mais si je vous mets sur Théon Greyjoy et Rose Bolton, on verra que on aurait peut-être une relation. Là, on voit une interaction, là, par exemple, entre Rose et Tywin Lannister. Eh bien, on voit qu'il y a un poids qui est renseigné à 4. Et puis, dans cette relation ici, on a un poids à 5. Donc, il y a eu plus d'interaction avec un autre personnage. D'accord ? Alors maintenant, je vais aller dans mon interface Graph Algorithms Playground qui est intégrée dans le Neo4j Desktop. Donc, vous pouvez l'intégrer facilement. Dans votre Neo4j Desktop, je vous dis rapidement comment faire. Vous allez dans Add Application, d'accord ? Et vous allez chercher votre Graph Algorithms Playground. Si jamais vous ne l'avez pas dans les applications qui sont proposées, vous allez dans le Graph Application et Discover More Graph Apps pour avoir d'autres applications de graph disponibles. Il y en a une petite dizaine que vous pouvez utiliser. Donc, je reviens sur Neo4j Euler et je vais essayer d'aller sur une détection de communauté. Alors, qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Finalement, je vais pouvoir visualiser mes communautés. Alors, mes communautés, je file sur les personnages qui interagissent entre eux lors de la saison 2. Et je stocke mes résultats. Alors, j'utilise ici un algorithme de Louvain qui est bien pour à la fois détecter des premières communautés et puis les agréger entre elles pour en faire un peu moins finalement et retrouver un nombre de communautés qui ne soit pas une communauté par personne. D'accord ? Donc, typiquement, en jaune, je vois un réseau autour d'Arya Stark. Et puis, en violet, un peu plus haut, on a Daenerys qui, à la saison 2, n'a pas encore conquis le monde, donc qui n'est pas lié au reste du graphe de Game of Thrones. D'accord ? Et puis, bien sûr, on peut regarder l'ensemble des propriétés des nœuds. C'est une librairie neovis.js qui est intégrée dans notre jeu de données. Et puis, Euler me donne aussi des tables de résultats et puis un code que je peux réexécuter. Donc, je peux automatiquement avoir un guide que je vais pouvoir jouer dans mon Neo4j Browser. Ça va me donner les étapes. Alors, chaque étape a son importance. La première étape, c'est de mettre des paramètres. Les algorithmes de graphes intégrés dans Neo4j ont unifié les paramètres. D'accord ? Il s'agit toujours d'avoir une catégorie de nœuds, un type de relation sur lequel on agit, et puis des paramètres de configuration, comme par exemple la propriété de poids qui porte sur les relations entre les personnages de Game of Thrones, et puis une notion de parallélisation, combien de threads je vais utiliser pour exécuter mon algorithme. Souvent, on va utiliser ces librairies d'algorithmes sur un nœud réplica pour ne pas nuire aux performances des nœuds transactionnels des serveurs core quand on est sur du Neo4j haute dispo. Et puis souvent, on peut avoir besoin de monter un peu plus la mémoire temporairement sur l'instance Neo4j pour pouvoir exécuter ces algorithmes. Donc, je set ces paramètres. Et puis, vous voyez que en fait, je peux aussi exécuter donc, ce guide directement dans mon Neo4j Browser, appeler mon algorithme de Louvain avec mes paramètres, ma catégorie de nœuds, mon type de relation et mes paramètres de configuration. Et puis enfin, donc je vois l'exécution de mon algorithme, d'accord, avec tous mes résultats et puis le temps de calcul, le temps d'écriture de la propriété Louvain qui est stockée au niveau des nœuds. Et puis enfin, je peux passer à la dernière étape. Donne-moi effectivement des informations sur mes nœuds et leur communauté. Et quand je mets le résultat sous forme de table, je vais avoir effectivement les communautés et les communautés intermédiaires. Et puis, je vois ça au niveau des propriétés du nœud, Louvain intermédiaire, et puis Louvain. Donc, je vais avoir des nœuds pour qui la communauté Louvain, c'est 0, d'autres, c'est le 1, etc., etc. Donc, un vrai couteau suisse à plusieurs lames qui vous permet d'augmenter vos connaissances sur la structure de vos données grâce aux algorithmes de graphes. On a des résultats hyper immédiats derrière quand votre modèle le permet, d'accord, qui permettent
de ramener tout de suite les nœuds les plus centraux en une commande Cypher ou en utilisant Neo4j ELR, on se retrouve avec des fraudeurs. Et c'est visible. Et vous n'avez presque pas eu à interroger votre graphe et à faire du Cypher. Vous avez juste laissé parler les algorithmes. Alors, j'espère que ça va jusque-là. Donc, j'essaie d'avancer parce que je ne voudrais pas trop dépasser quand même. Donc, je reviens au slide. Et je continue sur notre parcours vers la science des données orientée graphe. Donc ça, j'en ai parlé, donc je passe rapidement, mais vous pouvez zoomer et il y a une commande call algo.list. Je vais vous la mettre dans le chat. Si jamais vous avez rajouté donc, la librairie d'algorithmes, vous avez cette commande call algo.list que vous pouvez exécuter dans votre Neo4j browser et ça vous donne l'aide sur chacun des algorithmes. Voilà, et vous pourrez derrière les utiliser. Regardez l'aide en ligne aussi qui est pas mal du tout. Alors, ça c'est la liste un peu des 45 et quelques, je crois qu'il y en a 60 maintenant en fait, des algos dans la librairie. Et une fois que vous avez importé vos données dans votre base graph avec modèle de données adapté à votre cas d'usage métier, vous allez pouvoir exécuter ces algorithmes en fonction de la question que vous vous posez. Un exemple, hein, c'est donc la détection de la fraude financière. Si par exemple, je veux avoir des comptes qui se trouvent dans le réseau du demandeur à plus de 4 sauts. Ou alors, combien de variables de connexion de comptes j'ai en commun. Typiquement, est-ce qu'une adresse email est réutilisée pour créer des comptes bancaires? Eh bien, je vais rajouter ces paramètres que je calcule dans le graphe au processus d'approbation. Donc, dès l'onboarding, dès l'accueil de nouveaux clients, eh bien, on va pouvoir faire des vérifications de connexion. On va pouvoir dire, d'entrée de jeu, il y a des trucs qui sont louches. Je vous donne un exemple de fraude bancaire, c'est la fraude aux 4 fois sans frais. Vous prenez une carte bancaire sur des nouvelles banques, par exemple, hein, ou des banques anciennes, peu importe. J'aurais-il que vous prenez une carte bancaire et vous vous arrangez pour faire un achat en 4 fois sans frais avec cette carte bancaire. Donc, vous payez le quart. Et puis, au mois d'après, vous allez avoir la banque qui va essayer de remettre un 3D Secure, une transaction sur votre compte. Donc, de bol, le compte est complètement vidé. La banque a pour obligation de remettre cette transaction pendant 30 jours. Donc, finalement, si vous calculez bien, vous avez 60 jours avant qu'un compte bancaire soit déclaré comme fraudeur. Entre-temps, il y a eu potentiellement plusieurs transactions. Et même dans le cadre d'un réseau de fraude, il y a eu des transactions en masse sur des enseignes particulières, notamment dans tout ce qui est électronique. Électronique, il y a le plus de valeur au mètre cube. Donc, dans un smartphone, vous avez 1000 €, je ne sais plus combien coûte un iPhone 11 aujourd'hui, mais plus de 1000 €. Vous avez 1000 € sur quelques centimètres cubes. Donc, c'est la cible des fraudeurs. Il y a même quelqu'un qui a acheté 60 télé chez Conforama une fois. Voilà. Donc, le temps que les vendeurs qui sont objectivés au chiffre d'affaires, et comme c'est des franchises, c'est l'enseigne qui doit s'occuper de la lutte contre la fraude. Finalement, les franchisés sont contents d'avoir quelqu'un qui achète 60 télé, mais au bout d'un moment, ils se posent la question, est-ce que c'est pas une fraude? Donc, j'espère que personne ne travaille chez l'enseigne que j'ai citée. Bref, toujours est-il que, je reprends le fil, bien ça, ces requêtes, vous pouvez les passer dès que le client fait une transaction. Puisque par les éléments d'identité qu'on collecte, on peut le relier à un réseau de fraude existant. Et donc, fermer la fraude plutôt que 60 jours et peut-être plutôt que 1 jour, peut-être immédiatement. Donc, avant que le réseau de fraude n'atteigne des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros, on va jusqu'à plusieurs millions, d'accord, on va rajouter ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est, indépendamment des caractéristiques locales,
on va rajouter des caractéristiques globales qui vont utiliser la structure du graphe. Par exemple, l'algorithme Connected Components vont identifier les graphes disjoints qui partagent des identifiants. Ou l'algorithme Betweenness va identifier les nœuds du graphe qui sont des ponts entre deux communautés, entre deux réseaux de fraude. On a l'impression que les réseaux de fraude sont indépendants quand on les voit un petit peu à l'œil nu, mais le petit nœud gris là, qui est près du graphe avec tous les petits points verts, eh ben, finalement, il est intéressant parce qu'il me relie à d'autres nœuds dans le graphe. On peut avoir PageRank pour mesurer l'influence et le volume des transactions, avec des nœuds titulaires de compte et des relations transactions. On peut avoir Louvain pour identifier les communautés qui interagissent fréquemment, donc avec un poids qui serait la fréquence. Et puis on peut avoir l'algorithme de Jacquard pour mesurer la similarité des comptes. Là encore, utilisez Neuler pour varier les algorithmes que vous faites passer sur vos données. Et puis je crois qu'il y avait une question un peu plus tôt sur la facilité de plaquer un modèle graphe sur les données existantes. Ça, je répondrai à la fin, mais c'est pas très compliqué, notamment par le fait qu'on a beaucoup de connecteurs, soit sur les bases de données relationnelles existantes, soit en utilisant un ETL. On peut facilement importer des données du big data, de bases de données relationnelles, de MongoDB, Couchbase, tout ce que vous voulez, vers une base de données graph Neo. Alors, on va un peu plus vers le futur, les projections de graphes et les réseaux de neurones orientés graphes. Les projections de graphes vont transformer les graphes en vecteurs de caractéristiques ou ensemble de vecteurs qui décrivent la topologie, la connectivité ou les propriétés des nœuds et des relations dans le graphe. Donc, on peut faire des projections de différents types. Vertex node, donc, ça décrit la connectivité de chaque nœud. Donc, on regarde les plus proches voisins. Les projections de type pass qui vont être les traversées dans le graphe. Et puis les projections de type graphe où il s'agit d'encoder un graphe entier en un unique vecteur. Et il y a des algorithmes comme DeepWalk qui permettent de regarder les itérations autour d'un vecteur qui encode un graphe entier. Quelles sont les images successives de ce graphe dans cet algorithme DeepWalk qui est dans le projet de Google. Ça s'appelle DeepMind. Je retrouverai dans un slide qui suit. Donc typiquement, on va utiliser ça pour faire des raisonnements explicites qui utilisent les graphes de connaissances pour la recommandation de musique. Et on va mettre des poids pour des recommandations personnalisées. Par exemple, le fait que Derek écoute Shape of You, qui est une chanson d'Ed Sheeran dans tel album, et puis cet album contient une autre chanson qui s'appelle Castle of Hill, et Castle of the Hill va peut-être être une recommandation pour Derek, mais avec 0,03, d'accord, etc., etc. Donc on va pouvoir pondérer les parcours de graphes en fonction des probabilités. Donc recommandation de musique hyper ciblée, hyper personnalisée. Finalement, je peux faire plein de recommandations de musique avec mon graphe de connaissances, mais la recommandation de musique qui va toucher particulièrement Derek, c'est peut-être la recommandation avec le genre pop et folk, en fonction de la structure de mon graphe. Je ne peux pas plaquer une recommandation d'un utilisateur à un autre. Elles doivent être personnalisées. Alors enfin, les réseaux de neurones orientés graphes. Là, ça vient aussi de constatation que finalement, le machine learning peut être assez loin aujourd'hui de tout ce qui est capacité cognitive humaine. Et en fait, la cognition humaine, elle part du principe que le monde est composé d'objets et de relations. Votre cerveau, c'est des neurones qui ne sont pas tout seuls. Ils sont, Dieu merci, connectés par des synapses. C'est d'ailleurs dans l'actualité, Google a fait des tranches de cerveau de mouche, il me semble, les a photographiées de manière très très précise, et puis ensuite a isolé les connexions neuronales. Et elle a persisté ces connexions dans une base graph Neo4j. Donc là, on n'en est pas encore, Dieu merci, encore au point de mettre l'intégralité du cerveau humain dans une base graph.
Et évidemment, la complexité humaine va plus loin que des nœuds et des relations. Mais vous voyez bien que cette structure réseau de notre cerveau, elle permet d'avoir des associations d'idées. C'est comme ça que fonctionne la mémoire. Vous vous souvenez de choses parce que vous les associez à des événements particuliers qui sont vivaces. Et les plus grands champions de la mémoire, ils associent des couleurs, par exemple, à des chiffres, au lieu de se souvenir d'une suite de chiffres. Donc on n'est pas des robots, on travaille on n'est pas des robots tabulaires. Voilà, on crée de l'intelligence grâce aux connexions. Et ce que disent des gens notamment de chez Google, que les calculs sur les graphes offrent un potentiel inductif bien supérieur aux couches convolutives récurrentes actuelles, aux réseaux de neurones actuels. Donc il s'agit de customiser ces réseaux de neurones avec des informations sur le contexte. Donc là, c'est un peu l'actualité là-dessus, ce qu'on appelle la prochaine révolution de l'IA. C'est faire de l'apprentissage automatisé dans un environnement de graphes où finalement chaque étape permettrait à la fois d'ingérer des données connectées, d'apprendre, de sauvegarder les états transitoires et de produire les résultats sous forme de graphes. Et chaque étape peut être liée à l'étape précédente par des liens, par des relations dans le modèle de graphe. Avec tout ça, non seulement on a une boîte blanche, on permet aux experts de comprendre, de valider les chemins de prise de décision de l'intelligence artificielle, qui a utilisé à fond le graphe, d'accord? Mais comment? Ça, on va pouvoir le tracer. Et puis, l'apprentissage va pouvoir être plus précis. C'est là qu'on dit que le graphe accélère l'intelligence artificielle, parce que la structure de graphe, avec moins de données, mais en utilisant les relations et la structure du graphe, on a un potentiel prédictif plus important. En gros, on ne va pas faire de la brute force systématique. Vous savez peut-être que quand vous utilisez des réseaux de neurones et que pour faire de la reconnaissance d'image, en fait, on part au départ du pixel, d'accord, avant de reconnaître des patterns. Finalement, on pourrait peut-être reconnaître plus vite ces patterns en reconnaissance d'image. Tirer les liens entre des pixels, et ces liens créeraient une structure graphe qui permet d'identifier de manière formelle à 99% qu'on a une image de chien, par exemple. Voilà, donc des modèles flexibles et transparents. Un des exemples là-dedans, c'est essayer de prédire les réactions chimiques, des réactions chimiques qui n'existent pas encore, qui n'ont pas encore été industrialisées, mais rien qu'avec les composants et la connaissance statistique de l'attachement des électrons sur les atomes, on va pouvoir prédire comment ces électrons vont se lier aux atomes pour former des molécules. Donc là, on est carrément sur de l'autodécouverte de médicaments sans aller en laboratoire. Je vous laisse imaginer les économies financières qu'on peut faire là-dessus. Et donc, on peut investir de manière prioritaire sur des réactions chimiques qui ont le plus de chances de produire les composés escomptés et avec les propriétés escomptées. Alors, je vois que j'ai à peu près parcouru l'ensemble des étapes. Je vais m'arrêter pour qu'on ait un peu de temps pour les questions et pour les gens qui sont restés et qui m'ont fait cet honneur. Donc, je vais juste vous citer un livre, Graph Algorithms. C'est un livre blanc sur l'intelligence artificielle et les graphes qui a été écrit par Mark Needham et Amy Hodler. Mark est très connu dans la communauté Neo4j. Il anime le Meetup de Londres de main de maître. Il en fait presque un toutes les semaines. C'est hallucinant. Je n'arriverai jamais à ton niveau communautaire, Marc. Et puis Amy est notre data scientist en chef et elle intervient notamment chez nos clients pour défricher peut-être l'utilisation de nouveaux algorithmes et puis aussi pour montrer vers quoi on tend, être un peu visionnaire sur cette utilisation d'algorithmes de graphes dans nos cas d'usage et puis dans nos procédés d'intelligence artificielle pour les optimiser et pour leur donner plus de valeur. Alors maintenant, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup et je vais répondre aux questions. Est-ce que, Eva, Alors,
Je vais reprendre la main, ouais. Je pense qu'on va prendre 2 questions parce qu'on n'a plus vraiment le temps, on a déjà dépassé. Et ce que je propose éventuellement, c'est de partager dans la box de chat ton email pour les questions additionnelles. Ouais, bien sûr. Donc, je vais la noter tout de suite et puis je te laisse en sélectionner une ou deux. Bah, écoute, tu avais dit que tu répondrais à la question pour expliquer davantage le sharding en début de présentation. Donc, je te propose de commencer par celle-ci. OK. Alors, le sharding en 2 mots. Souvent, dans tout ce qui est technologie NoSQL, on va dire ce serait bien de splitter les données, de les séparer sur différentes instances. Alors, c'est notamment possible quand elles ne sont pas trop connectées, parce que dès qu'elles sont connectées, il faudrait repasser par le réseau pour tirer les liens entre elles. Donc finalement, attention au sharding, parce que effectivement, si on dit par exemple, je vais créer une première base de données avec tous mes clients qui sont en Amérique, et puis une autre base de données, tous les clients qui sont en Europe. Finalement, j'ai le même modèle de données à l'intérieur, mais j'ai 2 instances, une Amérique et une Europe. Si maintenant, je veux faire des requêtes de graphes à l'intérieur de l'Amérique, je vais pouvoir interroger ma base Amérique et aller rechercher tous les liens entre clients américains. Et ça, c'est parce que mes marchés sont séparés. Donc, je peux avoir du sens à créer du sharding, par exemple, par localisation. Et puis, ensuite, si jamais je veux interroger les 2 bases en même temps, en disant « donne-moi les clients les plus centraux sur les transactions bancaires en Amérique, donne-moi les 10 premiers en Amérique et donne-moi les 10 premiers en Europe ». Je vais interroger ce qu'on appelle une sorte de proxy base de données qui s'appelle Neo4j Fabric, et je vais faire une requête qui va s'appliquer à la fois sur la base de données Europe, la base de données États-Unis, et je vais ramener mes résultats, et je vais les réconcilier entre eux. Et je vais pouvoir distinguer dedans les clients américains et Europe. Par contre, ça veut dire que dans ce modèle-là, je n'ai pas de lien entre ces clients. Si en revanche, je veux créer une base à la fois Amérique et Europe, une base mondiale, même si le monde ne se limite pas à ce bipôle, bien sûr, je vais interroger, je vais plutôt chercher à faire un modèle graphe, peut-être une 3e base, qui serait la réconciliation des 2 autres. Et je vais tirer les liens entre clients européens et américains. Donc, je peux faire les 2 avec le sharding maintenant. D'accord ? Autre question peut-être ? Est-il assez facile de passer de données en format tabulaire au format graphe ? Ouais, alors ça c'est, je ne sais pas si je partage toujours mon écran, mais en fait, vous pouvez regarder notamment tout ce qui est la commande load CSV, d'accord ? La commande load CSV vous permet de charger des données au format CSV. Et vous pouvez reconnaître le header de ces colonnes, donc le titre de chaque colonne. Et ensuite, le contenu de ces colonnes, vous pouvez en faire des propriétés de nœuds et de relations. Créer à la volée des nœuds et des relations en fonction de votre donnée CSV. Donc ça, c'est très simple. Et vous avez vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube comment faire, ou dans notre documentation en ligne. Typiquement sur si je tape Neo4j load CSV, d'accord, vous allez tomber sur un guide pour importer du CSV, et puis aussi une documentation sur cette commande, donc paragraphe 3.20, pour charger ces données. Alors, vous allez ensuite avoir des choses plus spécifiques sur tout ce qui est chargement direct depuis une base relationnelle vers une base graph. Donc, on a développé un petit jeu de données là-dessus qui s'appelle le jeu de données Northwind. Vous avez également un petit livre qui s'appelle Neo4j des données et des graphes. Alors, j'ai fait de la pub, mais forcément, je suis co-auteur là-dedans. Et dans ce livre, qui cette fois n'est pas gratuit, je suis désolé, et bien dans ce livre, on explique
tout ça. Mais vous pouvez vraiment le trouver dans la doc et vous pouvez aussi chercher tout ce qui est procédure APOC. Donc Neo4j, APOC, par exemple JDBC. D'accord ? Et vous allez pouvoir charger là-dedans depuis du Excel, du CSV ou directement du MySQL. Donc, il suffit d'avoir le driver qui est MySQL qui est dans les plugins de Neo4j. Et puis ensuite, faire un apoc.load.jdbc. Et là, vous chargez votre table products qui est à l'URL localhost 3306. D'accord ? Donc ça, c'est assez facile de faire le lien entre MySQL ou CSV et Neo4j. Vous avez aussi un petit blog post sur tout ce qui est chargement XML que j'ai fait sur Medium. Vous pouvez chercher ça. Également des données JSON. Donc, alors, la réponse sur la simplicité, c'est simple parce que c'est en une requête Cypher. C'est compliqué parce que ça dépend de votre modèle. Donc, il faut avoir l'idée d'un modèle connecté avant d'importer vos données. Donc, la modélisation est toujours la partie la plus importante là-dedans, quelle que soit la technologie de base de données d'ailleurs. Voilà. Alors, je ne sais pas, on prend une dernière question et on s'arrête là ? Je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà j'invite du coup les personnes ayant des questions additionnelles à envoyer un email directement à Nicolas. C'est dans le chat nicolas.rouillère@neo4j.com. Je te remercie pour ton temps, Nicolas, aujourd'hui. Comme je l'avais dit en début, vous allez recevoir les slides et l'enregistrement sous peu. Et on vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Voilà, au revoir.